Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau grand JT des territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire, sécurité à Marseille, une fuite simulée à la centrale. Arkema déclenche un plan de gestion de crise. Notre partenaire sur place, La Provence, a pu suivre cet exercice dans la salle de crise. Un moment exceptionnel, habituellement interdit aux caméras que vous verrez donc. Nous nous rendrons ensuite en Côte d'Armor où le maire d'une commune a démissionné de son poste en signe de protestation contre la fermeture d'une classe dans l'école locale. Vous écouterez sa réaction au micro de notre partenaire TBO sur place. La Fédération française de ski a célébré ses 100 ans d'histoire marqués par des succès mondiaux. Retour sur ce centenaire avec notre partenaire sur place, 8 Mont-Blanc. Et puis à la fin de ce journal, nous irons en Moselle où chaque semaine, une université permet à qui s'y intéresse de s'initier au langage des signes. C'est notre partenaire Moselle TV qui est sur place. Le gaspillage alimentaire est un des fléaux de notre société. C'est la raison pour laquelle une banque alimentaire éphémère a ouvert ses portes au pied des remparts de Saint-Dizier. Un moment d'échange qui a permis aux habitants de découvrir le fonctionnement de cette structure tout en sensibilisant au gaspillage et à d'autres enjeux, vous allez le voir. Reportage de Julien De Bruyne pour notre partenaire Puissance TV sur place. Au pied des remparts de Saint-Dizier, la solidarité s'invite. Une banque alimentaire éphémère a été installée pour une journée porte ouverte par la Banque alimentaire Champagne Sud et Meuse. L'objectif, sensibiliser les habitants à l'importance de la solidarité tout en leur permettant de découvrir le fonctionnement de cette structure. En plus des distributions alimentaires, des ateliers de cuisine ont permis aux visiteurs de goûter certains produits offerts. Ça permet de faire connaître nos actions. Là, aujourd'hui, c'est bien axé sur la lutte contre le gaspillage avec nos associations partenaires. On s'oriente aussi sur des fruits ou des légumes qui ne seront plus très beaux, qui ne sont pas trop faciles à donner, mais qui peuvent encore servir à une sauce tomate. Et donc là, c'est les ateliers cuisine. Tout ça, là, c'est une pédagogie et c'est du lien social. Les enfants n'étaient pas en reste. Carrousel, jeux en bois, un clown pour les divertir et des friandises à savourer ont apporté une touche festive à la journée. Cette attention particulière pour les plus jeunes n'était pas anodine. L'idée était de transmettre les valeurs de solidarité dès le plus jeune âge. 6 associations partenaires de la Banque alimentaire étaient également présentes, renforçant ainsi la mobilisation collective autour de cette cause essentielle. C'est la première fois qu'elle se déroule au rempart et je trouve que c'est une super bonne idée. On connaît tous la Banque alimentaire, mais c'est excentré du centre-ville et c'est pas facile d'y aller quand on n'est pas véhiculé. Donc ici, c'est très bien. Le bilan de cette banque alimentaire est une véritable réussite. La présidente ne cache pas son ambition, rééditer l'événement l'année prochaine avec l'idée d'élargir l'action en récupérant des aliments, des vêtements et bien plus encore. Une chose est sûre, le message de la lutte contre le gaspillage a bien été reçu. Un siècle de passion pour les sports d'hiver. Fondée après les Jeux Olympiques de 1924 à Chamonix, la Fédération française de ski a célébré ses 100 ans d'histoire, marqués par des succès mondiaux. Alors que nous nous tournons vers les Jeux de 2030 dans les Alpes, l'héritage de cette institution se renforce un peu plus encore. Regardez ce reportage signé Jules Demeur pour notre partenaire 8 Mont-Blanc. Le 15 octobre 1924 naissait la Fédération française de ski. En 100 ans, la pratique s'est révolutionnée, le sport, lui, s'est démocratisé. Pour son centenaire, la Fédération a réuni les champions de ski d'hier et d'aujourd'hui, l'occasion de célébrer l'héritage d'une histoire qui a traversé les époques. Le vrai héritage, c'est d'avoir formé des générations et des générations de skieurs, c'est-à-dire des gens qui vivent et qui ont vécu en montagne, et qui finalement ont créé cette espèce d'héritage immatériel qui est le plus important, la transmission. Transmettre de génération en génération les acquis des plus grands champions. Ils ont marqué l'histoire du ski français à coups d'exploits pour continuer d'inspirer leurs successeurs. Sans les autres, on n'est rien. On a besoin de stimulation, on a besoin d'échanges pour progresser, et c'est ce qui est arrivé. Et surtout, il y a une forme de solidarité intergénérationnelle qui est née à partir de là. Et je suis très fier de ça, très fier d'avoir réussi à rassembler cette grande famille. Des générations de skieurs brillants et aussi de skieuses brillantes. Dans les années 1960, les premières femmes se sont affirmées en montrant la puissance du ski féminin à travers les exploits des sœurs Guachel. On a été à la base
du renouveau du sport français en général. Parce que dans la foulée, il y a eu Christine Caron. Le sport féminin avant, en France, n'avait pas une notoriété extraordinaire avant que nous, l'équipe de France féminine de ski, arrive et truste toutes les médailles. Une lente féminisation au sein de la fédération, comptant aujourd'hui près de 40% de femmes parmi ses licenciés, pour qui du chemin reste à faire ces prochaines années. On a envie d'intégrer encore plus les femmes par rapport aux équipes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les femmes devenir coach peut-être, ça c'est quelque chose qui a vraiment mis du temps à arriver, mais qui arrive vraiment. Il y a des femmes maintenant coach dans les équipes en tout cas étrangères, pas tout à fait encore en France, donc ça pourrait être un levier d'amélioration. Un héritage à poursuivre et renforcer pour cette famille du ski français qui verra s'écrire demain, à l'horizon des Jeux en 2030, les prochaines pages de son histoire. Et puis nous partons pour Marseille où l'anticipation est essentielle en matière de sécurité. Une fuite simulée à la centrale nucléaire a conduit la préfecture à activer son plan de gestion de crise. Notre partenaire La Provence a eu l'opportunité d'accéder à cet exercice au cœur du réacteur, un moment exceptionnel où les caméras sont habituellement interdites. Reportage de Rudy Dahan. Très bien, donc je comprends que la situation est effectivement grave. Je vous confirme l'activation de ce PPI. L'alerte est donnée. Le plan d'urgence vient donc d'être activé par le cabinet du préfet des Bouches-du-Rhône. Une importante fuite de produits chimiques suite à la chute d'une grue sur une canalisation vient d'être signalée par l'usine Arkema de Saint-Menet. Le temps presse, il faut se rendre vers la salle de gestion de crise. Heureusement, il ne s'agit là que d'un exercice. Mais tout est fait pour se rapprocher au mieux des conditions réelles. Tous les services sont prévenus, les sirènes sonnent l'alarme et le dispositif FR Alert est activé sur tous les téléphones portables dans un périmètre de 3,5 km autour du lieu de l'accident. Abritez-vous immédiatement dans un bâtiment fermé. 2. Fermez les portes, les fenêtres, les aérations et les ventilations. 3. Consultez les médias et les réseaux sociaux. 4. Restez en lieu sûr jusqu'à la fin de l'alerte. Ça marche bien ce truc, hein? Vous voyez notre charrette? Ah bah j'ai pas trop compris en fait. Ça t'a fait peur ou pas? Bah un petit peu. Mais après c'est bien parce que c'est une alerte, du coup s'il y a une vraie alerte, bah on est alerté. C'est la sonnerie qui fait peur. La sonnerie de l'alerte qui fait peur. Elle est stressante. Ouais. Ça m'a fait bizarre, j'ai demandé à un agent qui était dans le magasin, et donc un équipier du moins, et qui m'a dit de ne pas m'inquiéter, que c'était juste une alerte. Très surpris parce qu'on se pose des questions. On croyait que c'est une alerte à la bombe presque. Oui, une alerte. Une population souvent surprise donc, bien que prévenue depuis plusieurs jours de l'exercice. Cette simulation grandeur nature aura donc permis de peaufiner les automatismes à mettre en place dans ce genre d'événement. À la fin de l'alerte, peu avant 13h, tous les services concernés semblaient satisfaits du dispositif. Le bilan est très positif pour nous puisqu'on a eu premièrement une montée d'alerte très rapide, quasiment immédiate à l'ensemble des services de l'État, une communication très forte via l'ensemble des outils dont on dispose, les sirènes déclenchées par l'opérateur directement, les sirènes SAIP que la sécurité civile peut déclencher sur la zone, donc qui ont été très largement entendues sur site, et puis aussi l'outil FR Alert qu'on a pu tester à cette occasion, qui envoie un signal à l'ensemble des personnes présentes dans le périmètre sur leur téléphone portable et qui ont pu avoir connaissance de l'exercice en cours et du risque industriel. Le deuil périnatal reste un sujet délicat en France qui touche pourtant de nombreuses familles. Stéphanie, une Martiniquaise de 40 ans, a tragiquement perdu son bébé quelques jours avant l'accouchement. Pour surmonter cette épreuve difficile, elle a rejoint une association qui participe à des groupes de parole pour échanger avec d'autres femmes ayant vécu des situations similaires. Un témoignage recueilli par notre partenaire via ATV sur place. Il y a 3 ans et demi, 15 jours avant son terme, Stéphanie ressent que son bébé ne bouge plus comme avant. Inquiète, elle s'empresse d'aller à l'hôpital avec son mari. Après une échographie, le médecin lui annonce la mauvaise nouvelle. Il a posé des mots très simples. Je suis désolée, le cœur de votre bébé s'est arrêté de battre, c'est terminé. Le temps de prendre conscience, ça met quand même quelques secondes à monter au cerveau. En fait, je me suis mise dans une posture où il fallait que j'accouche. Il fallait absolument que j'accouche. Il fallait absolument que ça s'arrête. Ce n'est qu'après mon accouchement que je me suis effondrée. Je me suis littéralement, effondrée. Je pense que je pleurais toutes les nuits. Après l'accouchement, s'en est suivi l'enterrement et le début d'un long processus de deuil. Si Stéphanie a pu bénéficier d'un congé maternité, ce n'est pas le cas de son compagnon.
Pour affronter sa douleur, le couple commence à consulter un psychologue. Puis Stéphanie entend parler de l'association Étoiles en Ciel et se joint au groupe de parole. Les groupes ont été très bénéfiques. Vraiment, moi, c'est quelque chose que je conseille à toutes les mamans, mais aussi à tous les papas qui ont plus de mal à parler, qui ont plus de mal à s'inclure dans ce type de processus. On parle à des femmes et des mères qui ont vécu la même chose que nous à un moment donné. Donc la parole est juste et on reçoit en fait la douleur, mais aussi l'espoir. L'espoir de donner naissance à un enfant, mêlé à une part de risque dont on ne parle pas assez selon elle. La société nous explique que la grossesse, c'est la vie, que la grossesse, c'est la meilleure version, la meilleure partie qu'une femme peut vivre et que forcément, ça se passe bien, qu'on est heureux, qu'on sera heureux et qu'on vivra le plus beau jour de notre vie quand on va rencontrer notre bébé. Sauf qu'en fait, une grossesse, c'est dangereux. C'est dangereux pour une femme, c'est dangereux pour un bébé. Et c'est vrai qu'il est important pour l'entourage de savoir réagir. Stéphanie est retombée enceinte quelques mois après la perte de cet enfant. Une grossesse émotionnellement dure à vivre. Son petit garçon a aujourd'hui 2 ans. Vous le savez, de plus en plus d'élus sont confrontés à de problèmes graves dans l'exercice de leur mandat. À Plus-Julien, en Côte d'Armor, Gilles Thomas, le maire, a décidé, lui, de rendre son écharpe. L'homme politique n'a pas supporté la fermeture d'une classe dans l'école locale, malgré des mois de mobilisation. Un geste symbolique qui résonne fort, car 6 autres adjoints le suivent dans cette protestation. Ensemble, ils estiment ne pas être entendus par le gouvernement. Et la situation soulève des questions sur l'avenir de l'éducation dans cette petite commune. Notre partenaire TBO a pu s'entretenir avec le maire pour en savoir plus. Écoutons-le. Je suis au bout de ce que je pouvais faire, donc je me sens plus la force de continuer parce que je crois que dans nos petits territoires on n'est plus écouté, on n'est plus entendu. Malgré tous mes rencontres, malgré tout ce qu'on a pu faire, on n'a pas réussi à les faire changer d'avis. 24 enfants, 5 niveaux, pour moi c'est ingérable. Ils me disent le contraire. On verra la suite. Parce que là on parle 25 enfants gentils ou 24 enfants gentils, bien. Mais c'est pas ça, c'est plus ça l'école. Les enfants en difficulté, beaucoup d'enfants en difficulté. Du sport maintenant dans ce journal, et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agit du motoball. Il combine le football et la moto et se joue sur un terrain herbeux, vous allez le voir. Le club de Souma 3 a vécu un moment de gloire puisqu'il a décroché son seul titre de la saison en remportant le trophée des champions. 2 buts à 1 face à Neuville de Poitou, et après un début prometteur avec un but rapide, l'équipe de Sébastien Varoumas a dû lutter pour préserver son avantage. Une finale pleine de tension. On écoute tout de suite le coach au micro de notre partenaire Canal 32 sur place. Ouais, une belle finale, je pense que tout le monde a pris du plaisir, sauf moi. Mais ouais, vraiment une belle finale. J'avais demandé vraiment aux joueurs de rien regretter et surtout de se battre. Et ce soir, même dans les moments difficiles, j'ai une équipe qui avait du cœur, j'ai une équipe qui en voulait. Et j'ai une équipe qui a montré que c'est une vraie équipe, malgré ce que tout le monde peut dire. C'est une vraie équipe. C'est une équipe de copains, c'est une équipe qui va le gagner ensemble. Même si, comme dans toutes les familles, il y a toujours des petits problèmes, mais dans tous les clubs, c'est pareil. Mais là, j'ai une vraie équipe. Avez-vous déjà entendu parler du chessboxing? C'est une discipline sportive qui combine la stratégie des échecs et la boxe anglaise, oui. Tout droit inspiré d'une bande dessinée, ce sport unique alterne entre des rounds de boxe et des parties d'échecs, et il met à l'épreuve à la fois la force physique et la capacité mentale des participants. Popularisé récemment, il attire divers athlètes amateurs de nouvelles expériences sportives, et longtemps, un Français, Thomas Cazeneuve, a été le champion de cette discipline. Notre partenaire Télé-Nantes s'est rendu à Saint-Herblain pour assister à un entraînement. Regardez. Comme tout le monde, oui, ça m'a surpris. Je pense que les gens ne s'attendent pas à l'existence d'un sport avec une hybridation entre la boxe anglaise et les échecs qui ont vraiment des stéréotypes très opposés l'un de l'autre. Un combat de chessboxing, c'est une alternance de rounds d'échecs et de rounds de boxe, 3 minutes chacune. Donc le combat s'arrête par KO ou par échec et mat. Il y a aussi une notion de temps. Le combattant qui n'a plus de temps à la pendule perd la partie, perd le combat.
Échec élite. On appuie sur les pendules. Je m'appelle Gabriel Lacouture, je suis chess boxer et j'ai récemment remporté un combat en l'IFC 6 qui s'est déroulé à 7 en catégorie élite moins de 75 kg. À la base, je viens des échecs et je suis venu à la boxe par le chess boxing. C'est vrai que l'alternance est assez difficile. Je trouve que ça demande vraiment une grande concentration et une grande capacité à vraiment beaucoup d'efforts de gestion des émotions et du souffle. On a la chance que la discipline soit représentée aux Olympiades culturelles. Et qu'est-ce que ça signifie pour le chessboxing? C'est déjà une mise en avant du sport, une présentation du sport et donc un pas en avant aussi. Le réchauffement climatique force nos forêts à se réinventer. À Floirac, en Gironde, plusieurs organismes expérimentent un dispositif d'exclusion de pluie. L'objectif, analyser leur résistance à la sécheresse et mieux comprendre l'impact de ce changement climatique sur les arbres. Une expérience inédite en pleine forêt, proposée par notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Contrairement aux apparences, cette construction en bois, haute de presque 10 mètres, n'est ni une serre ni un élément d'architecture, mais bien un système de protection contre la pluie. L'objectif, c'est de le laisser toujours sur la position automatique, où là, on va piloter via la station météo l'ouverture et fermeture lorsqu'il pleut. À l'arrivée de la pluie, le toit se ferme et abrite les pins maritimes, 8 variétés au total, dont 2 sont particulièrement résistantes à la sécheresse. Environ 60% des précipitations pourront être exclues, au printemps et à l'été. L'objectif, analyser la réaction des arbres soumis au stress hydrique et à la sécheresse, et donc au changement climatique. Tous ces arbres seront instrumentés avec des capteurs qui mesureront en continu leur croissance, la dilatation du tronc, leur stress, le stress hydrique, donc ce qu'on appelle un psychromètre qu'on applique sur le tronc et qui nous donne la teneur en eau du végétal, est-ce qu'il est stressé, est-ce qu'il n'est pas stressé, la quantité d'eau qu'il utilise, ce qu'on appelle le flux de sève, la transpiration de l'arbre. Tout ça, ce sera enregistré toutes les 30 secondes sur tous les individus qui se trouvent sous le dispositif. Donc ils seront complètement monitorés, comme à l'hôpital, ils auront une batterie de capteurs sur eux pour essayer de regarder leur réponse et notamment à quel moment ils décrochent vis-à-vis d'un stress extrême qu'on va simuler avec ce dispositif. Une expérimentation inédite qui va permettre de poursuivre les études déjà menées en laboratoire en conditions réelles. 10 années seront donc nécessaires pour effectuer des analyses. L'histoire, c'est d'adapter la gestion de la forêt au changement climatique. Et donc ici même, là, sous le dispositif, de tester les pins maritimes et à l'avenir aussi des chênes sur des conditions de stress hydrique, c'est-à-dire de sécheresse, plus fortes encore que celles qu'on attend dans le cadre du réchauffement climatique, pour anticiper un peu justement la réaction des pins maritimes dans ces conditions-là. Une parcelle témoin, soumise, elle, aux précipitations, a été plantée à quelques mètres de là, afin de comparer les résultats. Un monde de silence ouvert à tous. Chaque semaine, l'université de Sarreguemines en Moselle propose à une dizaine de volontaires de plonger dans l'apprentissage de la langue des signes. Grâce à des séances ludiques et diversifiées, ces cours ne se contentent pas d'enseigner un nouveau langage, ils créent aussi des liens et favorisent, vous allez le voir, l'inclusion. Un reportage de notre partenaire Moselle TV sur place. Actualité oblige, c'est un vocabulaire bien particulier qui est à l'honneur, celui d'Octobre Rose et d'Halloween. Chaque mercredi pendant 2 heures, des apprenants de tout âge se réunissent pour apprendre la langue des signes. Des sessions qui sont l'occasion de créer des liens, de favoriser l'inclusion et d'enrichir la culture de chacun. C'est une langue qui est attirante en fait, parce que on observe beaucoup, dans l'expression. Et il y a beaucoup de communication, même plus, j'ai l'impression, parce qu'on doit vraiment observer l'autre et être attentif à l'autre. Et je trouve que c'est une manière de communiquer très intéressante. Et pour certains, c'est dans la vie professionnelle que ces bases peuvent être utiles. Pour moi, et par rapport à mon travail, c'est pour aider et essayer de rompre l'isolement social des personnes qui sont sourdes ou malentendantes pour pouvoir communiquer avec elles ou essayer de communiquer avec elles. Je suis amené à accompagner des personnes qui sont sourdes, profondes, et le fait de suivre la formation peut m'aider à communiquer plus facilement avec eux.
Qu'est-ce qui est difficile? Parfois la coordination, essayer de reproduire ce qu'on voit, et parfois ça peut être un peu compliqué. Le cours est encadré par Danielle Wagner qui enseigne la langue des signes depuis 4 ans. Elle-même sourde, elle nous fait part de l'importance d'apprendre cette langue. Une belle opportunité d'apprentissage, mais surtout de rencontre et d'inclusion au-delà des mots. Voilà, et pour bien vieillir, rien de tel que de stimuler son esprit. À l'Île-Rousse, en Haute-Corse, l'atelier Bien Vieillir propose tous les jeudis des activités ludiques pour aiguiser les réflexes cognitifs des participants. Au programme, jeux de cartes, mémoire et logique dans une ambiance conviviale qui favorise le lien social. Un moment enrichissant pour tous, offert par notre partenaire Télépaésé sur place. L'objectif, c'est bien sûr la prévention de la perte d'autonomie et puis la stimulation, effectivement, la prévention des pertes d'autonomie au niveau cognitif. Et c'est comme faire un sport, voilà, il faut entretenir. Et là, c'est pareil sur le plan de la mémoire, il faut faire des exercices, il faut entretenir, il faut stimuler. Donc, et puis en même temps, l'autre objectif, c'est aussi le lien social, parce qu'en fait, vous voyez, il y a une ambiance quand même très sympathique. Il y a du lien qui se crée entre les participants et ça rend l'isolement aussi. Cette semaine, c'est Léon de Fontaine qui était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde avec la PQR. Le porte-parole du Parti communiste français a répondu aux questions de nos partenaires. Écoutez ce qu'il a dit. Qu'est-ce qui vous anime? Quel est votre rêve de vie, Léon de Fontaine? Ça va être assez simple, mais en réalité, bien sûr, il y a tout mon engagement politique qui reste bien sûr quelque chose d'assez structurant chez moi et envie que cette société puisse permettre d'offrir tous les codes aux jeunes pour pouvoir s'émanciper, s'épanouir pleinement. Ça, c'est bien sûr un sujet important et ça. C'est pas gagner de l'argent. Non. Sinon, je serais encore une fois pas au Parti communiste français non plus d'ailleurs. Et l'autre sujet, moi, mon aspiration dans la vie, c'est de pouvoir être chez moi, à Amiens, entouré des gens que j'aime, de pouvoir, en effet, de temps en temps. Donc faire maire d'Amiens peut-être. Et peut-être, on verra. Vous avez mentionné tout à l'heure votre compagne avec qui vous organisez des barbecues pour recevoir vos amis le week-end. Elle est engagée aussi, elle est de votre côté, de votre sphère politique? Oui. Alors elle n'est pas engagée politiquement, on est ensemble depuis un bon moment. Je n'étais pas engagé en politique quand on était ensemble au tout début. Elle n'est pas engagée politiquement. En revanche, on a des discussions politiques et en effet, elle est un soutien indispensable, notamment lorsqu'on est autant exposé médiatiquement. C'est important d'avoir une sphère privée aussi solidaire. Voilà, et puis les éditions locales du magazine Le Point, notre confrère, ce week-end dans les kiosques. Elles portent sur Lille et sur Nantes. À Lille, les équipes du Point parlent d'un marché d'opportunités dans l'immobilier avec des prix en baisse, des choix aussi très élargis et puis des candidats à l'achat qui négocient de plus en plus. Un sujet sur la secousse des transports également, qui sont sous haute tension là-bas, alors que la crise du métro devrait se résoudre. Et puis, l'eau du robinet n'est ni polluée ni cancérigène, affirme le vice-président de la métropole, qui se veut très rassurant. Et puis, à Nantes, l'édition Nantes, donc du Point, Nantes à la pointe de la recherche médicale, un grand sujet qui vous présentera tous les chercheurs qui sont à Nantes. Et puis Saint-Nazaire, qui se réinvente. Saint-Nazaire avec ses chantiers navals, son aéronautique, ses nouvelles industries. Enfin, entre deux eaux, c'est également une sur l'immobilier. La chute des prix et des transactions se ralentit un peu à Nantes. Exploit culinaire maintenant dans ce JT au Salon Dauphinois 2024. Laurent Bouilloux, chef d'un restaurant au Versou, a battu un nouveau record en proposant un pâté en croûte de 2,02 mètres de long. Après 8 heures de travail minutieux, cette pièce impressionnante a été enfournée d'un seul tenant, nécessitant une précision impeccable du montage au démoulage. Regardez ce reportage de notre partenaire Télé Grenoble. Le Salon Dauphinois 2024 accueille un champion du monde dans la catégorie du plus long pâté en croûte. 2,02 m, c'est la taille du beau bébé de Laurent Bouilloux, chef cuisinier au Vieux Moulin sur la commune du Versou. 8 heures de travail ont été nécessaires pour faire éclore l'incommensurable pâté en croûte. Enfourné en une seule pièce, de la préparation au démoulage, le chef a dû faire preuve d'une grande précision. À chaque étape, on a rencontré une difficulté et à chaque étape, j'ai eu un moment de doute. Jusqu'à 1 heure avant de le démouler, j'avais pas trop la solution pour le démoulage parce que j'avais tellement peur de le casser. Mais bon, on y est arrivé et puis voilà.
Beaucoup de contraintes en commençant par les outils. Le moule de 2 mètres a été réalisé sur mesure. Le four boulanger s'est vu lui aussi ajouter une porte métallique pour le fermer hermétiquement et garantir une cuisson homogène. Beaucoup d'efforts pour un record sans prise de tête. Laurent est avant tout un passionné de cuisine. Ouais, c'est pour le fun, c'est vraiment c'est la passion, c'est l'amour du métier et le challenge. C'est un jeu. Un huissier de justice s'est rendu sur le salon la veille pour valider le record de manière officielle. Laurent n'est en réalité pas si étranger au Guinness Book des records, puisque 2 années auparavant, il s'emparait du titre du plus grand gratin dauphinois du monde pour 23 mètres carrés. Mais pour lui, le pâté reste plus technique. Ah, beaucoup plus dur, beaucoup plus dur. Il y a énormément de technicité dans le pâté croûte et surtout sur une grosse pièce comme ça. Une grosse pièce qui sait séduire, le stand de Laurent attire les regards. Il est impressionnant. Et d'ailleurs, je trouve c'est extraordinaire de pouvoir réaliser un tel chef-d'œuvre. Et je trouve que c'est encourageant pour la suite et ça donne de la perspective et des rêves qu'on peut aboutir. Si l'original sera découpé plus tard dans la soirée, les versions réduites mais identiques ont pu être dégustées en avance. Ah, mais vraiment délicieux, c'est vraiment du pâté croûte artisanal. On a l'impression de retrouver les saveurs de notre jeunesse, vraiment à manger sans modération. À l'unanimité, le défi est validé, en attendant peut-être une nouvelle idée de médaille d'or à décrocher. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir à tous.